Mes parents m'ont mise à la porte quand j'ai fait semblant d'être fauché, ils ignoraient que je détiens désormais leur hypothèque. Je m'appelle Félicia Ingram. J'ai 32 ans. Samedi dernier, je me tenais sur le porche de mes parents, à Ridgemont, dans l'Ohio. Je tenais une valise cabossée, et une histoire que j'avais répétée pendant tout le vol depuis Charlotte. J'étais sur le point de sonner à la porte, quand j'ai entendu la voix de ma mère filtrer à travers la moustiquaire, en train de parler à la voisine, Madame Patterson. Si Félicia vient, elle a intérêt à avoir son chéquier. Gérald est encore en retard sur l'hypothèque. J'ai laissé retomber ma main. Je suis simplement resté là, la chaleur du mois d'août pesant sur mon dos, à écouter ma propre mère me réduire à un moyen de paiement. Et je n'étais même pas surprise. C'est ça qui m'a effrayé. Voyez-vous, je n'étais pas rentré pour une simple visite. J'étais rentré pour mentir, pour dire à ma famille que j'avais perdu mon emploi, que j'étais fauché, et que je n'avais plus rien. Je voulais voir, juste une fois, s'ils voudraient toujours de moi sans mon argent. Avant de vous raconter la suite, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si cette histoire le mérite. Indiquez votre position et votre heure locale dans les commentaires. Je veux savoir d'où vous m'écoutez. Maintenant, laissez-moi vous ramener à Ridgemont, le matin où tout a basculé. Ridgemont est le genre de ville où le plus gros employeur a plié bagages et est parti il y a 10 ans, et personne ne s'en est remis depuis. Mon père, Gérald Ingram, a travaillé à l'usine chez NN Manufacturing pendant 26 ans. Quand elle a fermé, il avait 51 ans, avec une pension qui couvrait la moitié de l'hypothèque, et une fierté qui l'empêchait d'admettre le reste. Ma mère, Donna, a passé 20 ans comme infirmière de nuit à l'hôpital Saint-Marie, avant que ses genoux ne lâchent. Elle a démissionné à 53 ans. À eux deux, ils avaient juste assez pour payer l'électricité, à condition que rien n'aille jamais de travers. Et puis, il y a Brenda. Ma sœur aînée. Elle a 4 ans de plus que moi, et a abandonné l'université communautaire après un seul semestre. Nos parents lui ont construit une petite annexe derrière la maison principale, qu'ils ont appelée le « chalet d'amis ». Brenda y vit depuis 12 ans, sans payer de loyer. Elle travaille à temps partiel dans un salon de coiffure en ville, peut-être 20 heures par semaine, mais elle dépense comme si elle en faisait 40. Personne n'a jamais dit un mot à ce sujet. Quand j'ai été accepté à l'université d'État de l'Ohio, avec moitié bourse et moitié prêt étudiant, je me souviens être entré dans la cuisine avec la lettre d'admission. Mes mains tremblaient. J'avais cumulé 2 petits boulots après les cours, pendant 3 ans, pour rendre cette candidature possible. Mon père a levé les yeux de son journal, a lu la lettre, puis l'a posée. Bien, a-t-il dit. Ça fait une facture en moins. Pas de câlin, pas de félicitations, pas de photos sur le frigo. 2 mois plus tard, Brenda a quitté son emploi de caissière à la quincaillerie. Ma mère a préparé son rôti préféré, pour lui remonter le moral. Elles ont regardé des films ensemble, pendant tout le week-end. Personne n'en a parlé, mais je n'ai jamais oublié l'équation. Ma réussite équivalait à une réduction des dépenses. L'échec de Brenda équivalait à un repas réconfortant, et à du temps de qualité en famille. Mais la chose qui m'a hanté pendant 14 ans, ce n'est pas ce que mon père a dit. C'est ce que ma mère n'a jamais dit. Les appels ont commencé dès mon premier mois dans un vrai travail. J'avais 22 ans, je venais de sortir de l'université de l'Ohio, et je touchais un salaire d'analyste junior dans une entreprise de taille moyenne à Columbus. 42 000 $ par an, avant impôt. Je mangeais des nouilles instantanées 3 soirs par semaine, et je partageais un appartement d'une chambre avec un colocataire qui ronflait comme un moteur diesel. Mon téléphone a sonné un mardi soir. Maman ? Ma chérie. Oui, la facture d'électricité a encore augmenté. Pas de « Comment s'est passée ta première semaine ?» Pas de « Est-ce que tu t'installes bien ?» J'ai envoyé 500 $, puis 5 cents le mois suivant, et encore le mois d'après, pendant 10 années consécutives. Pendant tout ce temps, ma mère n'a jamais commencé un appel par « Comment vas-tu ?» C'était toujours un chiffre. Le chauffe-eau, l'assurance auto de Brenda, les médicaments pour la tension de Gérald, qui, je l'ai découvert plus tard, étaient couverts par la mutuelle de sa pension. Quand j'ai été accepté à Wharton pour mon MBA, j'ai appelé à la maison pour leur dire que je devais réduire le virement mensuel, de 5 cents à 200 $, pendant les 2 ans de mes études. La réaction de ma mère a été d'ajouter Brenda à l'appel. Alors,
tu vas juste nous laisser couler, a lancé Brenda. Elle mangeait des chips. Je pouvais entendre le bruit de la mastication. J'ai essayé encore une fois. J'ai appelé mon père directement, et je lui ai exposé les chiffres. J'ai expliqué que le MBA triplerait mon potentiel de revenus, et que je compenserais plus tard. Il a écouté pendant environ 90 secondes. Fais ce que tu as à faire, a-t-il dit, avant de raccrocher. Le dimanche suivant, ma mère m'a appelé en pleurant, pour me dire que l'eau avait été coupée. J'ai viré 3 cents $ le soir même. Des mois plus tard, tante Claire a laissé échapper la vérité. Mes 500 $ mensuels n'allaient pas entièrement dans les factures. Donna en prélevait une partie en douce, pour la donner à Brenda comme argent de poche. Les calculs que je faisais depuis des années n'avaient jamais été les bons. Il y a 3 semaines, un mercredi à 18h40, mon téléphone s'est allumé en affichant « Maman » et quelque chose m'a semblé différent. Ma chérie, on organise un barbecue ce week-end. Sur les 2 jours, tout le quartier sera là. Tu devrais prendre l'avion et venir. Sa voix était enjouée. Trop enjouée. Ma mère n'est jamais enjouée, à moins qu'il n'y ait un chiffre qui se cache derrière. Quelle est l'occasion, ai-je demandé. Ai-je besoin d'une occasion pour voir ma propre fille? Oui. Historiquement parlant, oui. La dernière fois que j'étais retourné à Ridgemont, c'était il y a 18 mois, pour ce que je croyais être un simple dîner du dimanche. À la moitié de la purée de pommes de terre, ma mère s'est tournée vers moi, devant tout le monde, et m'a dit, « Félicia, la traite de la voiture de Brenda est en retard. Pourrais-tu l'aider, juste pour cette fois ?» Brenda a opiné du chef, la fourchette à la main, comme si nous l'avions répété. J'ai payé 1200 $. Personne ne m'a dit merci. Alors, quand cet appel du mercredi est arrivé, j'ai pris une décision. Je rentrerai à la maison, mais j'apporterai une version différente de moi-même. Une version sans titre, sans salaire, et sans chéquier. J'ai répété mon histoire. Mon entreprise avait fait faillite. Je n'avais plus d'emploi. Je n'avais plus rien. Je voulais voir, juste une fois, clairement et sans aucun filtre, s'ils voudraient toujours de moi à leur table, sachant que je ne pourrais plus payer pour cette table. Avant de réserver le vol, j'ai appelé tante Claire. C'est la petite sœur de mon père, professeur de lycée à Dayton, et c'est la seule personne de la famille Ingram, qui m'ait jamais regardé comme si je comptais pour autre chose qu'un $5. Je lui ai raconté mon plan. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Je crois que tu connais déjà la réponse, ma chérie. Mais tu as besoin de le voir, pour pouvoir tourner la page. J'ai réservé un vol pour Columbus un vendredi matin, et j'ai loué la voiture la moins chère du parking. Je ne savais pas si j'espérais qu'il me prouve le contraire, ou si j'étais terrifié à l'idée qu'il me donne raison. Quelque part au-dessus de la Virginie occidentale, j'ai sorti mon téléphone, et j'ai ouvert un tableau de calcul que je n'ai jamais montré à personne. C'est un compte-rendu continu. Chaque dollar que j'ai envoyé à la maison depuis mes 22 ans. J'avais commencé ce fichier pour mes déclarations d'impôts. Vers la 4e année, c'est devenu autre chose. Un registre de preuves, la preuve que j'avais essayé. Le total s'élève à 184 600 $. C'est la compte pour un appartement de 3 chambres dans le quartier de Dilworth, à Charlotte. C'est l'équivalent de 2 années de cotisation retraite au plafond maximum. C'est une vie que j'ai mise en attente, un virement bancaire après l'autre. Mais le coût financier n'est pas ce qui m'empêche de dormir lors des vols à travers le pays. Ce sont les petites choses. Je n'ai jamais, pas une seule fois, invité un ami chez mes parents. Je n'ai jamais dit à un collègue où j'avais grandi, ni à quoi ressemblait ma famille. À la fête de fin d'année de mon entreprise en décembre dernier, quand mon PDG m'a demandé si je rentrais pour Noël, j'ai souri et j'ai répondu « Je reste en ville cette année ». Je prononce cette phrase chaque année depuis l'âge de 24 ans. Il y a une habitude que je n'arrive pas à perdre. Chaque Noël, j'achète 2 coffrets cadeaux pour mes parents, l'un de ma part, et l'autre étiqueté, de la part de Brenda. Parce que je sais que Brenda n'achètera rien. Et je sais que ma mère pleurera si le pied du sapin a l'air déséquilibré, alors je répare ça discrètement, comme j'ai toujours tout réparé. L'hôtesse de l'air me propose des cacahuètes. Je les prends. Je regarde par le hublot, observant le patchwork vert et marron en dessous, et je repense à ce qu'a dit tante Claire. Tu as besoin de le voir,
pour pouvoir tourner la page. Elle a raison. J'ai envoyé de l'argent à une maison qui a effacé ma chambre. J'ai appelé une famille qui ne me rappelle que lorsqu'une facture arrive à échéance. J'ai acheté des cadeaux sous un autre nom, pour que l'illusion perdure. Quelque chose que j'ignore encore m'attend à Ridgemont, et dans 48 heures, cela changera absolument tout. Le taxi me dépose sur le trottoir du 412 Maple Street, à 16h15, un vendredi après-midi. Je me suis habillé pour le rôle. Un jean, un t-shirt gris uni, et aucun bijou. Ma valise est une que j'ai trouvée dans une friperie, sur le chemin de l'aéroport. Les coins sont éraflés, et la fermeture éclair de la poche avant est cassée. Chaque détail compte. Si j'arrive avec l'allure d'une directrice financière, ce test est terminé avant même de commencer. Le jardin de devant n'a pas changé. La même allée fissurée, la même boîte aux lettres de travers, que Gérald avait juré de réparer il y a 6 ans. La voiture de Brenda est dans l'allée, une Nissan blanche avec un pare-choc cabossé. La Buick de mes parents est garée à côté, la peinture s'écaillant le long du capot. Je suis à 3 pas du Porsche, quand je l'entends, la voix de ma mère, flottant à travers la moustiquaire. Si Félicia vient, elle a intérêt à avoir son chéquier. Gérald est encore en retard sur l'hypothèque. La voix de Madame Patterson suit. Oh, Donna, combien de retard? 5 mois. Ne le dis à personne. Je m'arrête. La poignée de la valise m'entaille la paume. 5 mois. Personne ne me l'a dit. Je ravale ma salive. J'appuie sur la sonnette. La moustiquaire s'ouvre d'un coup. Ma mère se tient dans l'encadrement, un torchon sur une épaule, et ses yeux font cette chose qu'ils font toujours. Ils me scannent de la tête aux pieds. Elle ne vérifie pas si je suis en bonne santé. Elle m'évalue. Son sourire faiblit quand elle voit la valise. Il s'assombrit encore plus, quand elle ne voit pas de voiture de location dans l'allée. Où est ta voiture, ma chérie? J'ai pris un taxi. Ses lèvres s'entr'ouvrent, puis se referment. Elle s'écarte pour me laisser entrer. Tu as l'air fatigué, dit-elle, en me guidant vers la cuisine. Viens t'asseoir. Je vais préparer du café. Elle verse le café, s'installe en face de moi, et vient ensuite la question que j'attendais. Alors, comment va le travail? Pas, comment vas-tu? Jamais, comment vas-tu? Mon père est assis à la table de la cuisine, le journal local est allé devant lui, ses lunettes de lecture abaissées sur son nez. Il ne lève pas les yeux quand j'entre, ne se lève pas, il lève juste une main pour un demi-salut, comme si j'étais le facteur. Brenda est sur le canapé du salon, les pieds repliés sous elle, en train de se peindre les ongles en bleu électrique. Elle jette un coup d'œil, ne dit rien, et retourne à sa couche de vernis. Je m'assois. Ma mère pose un mug devant moi. La maison sent l'essence à briquet et la marinade. Ils ont déjà commencé les préparatifs pour le barbecue de demain. J'attends que tous les 3 soient à portée de voix. Puis, je lâche le morceau. Il faut que je vous dise quelque chose. Mon entreprise a fait faillite. J'ai perdu mon poste. Je n'ai plus rien en ce moment. La cuisine devient silencieuse. Mon père abaisse son journal. Il plisse les yeux, non pas par inquiétude, mais par calcul. Ma mère repose lentement son propre mug. 5 secondes s'écoulent. C'est mon père qui parle le premier. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour le paiement de l'hypothèque du mois prochain? Ma mère tend le bras, et serre son poignet. Gérald. Pas maintenant. Puis, elle se tourne vers moi. Ma chérie, combien de temps penses-tu qu'il te faudra pour trouver quelque chose de nouveau? Depuis le canapé, la voix de Brenda intervient. Elle n'a toujours pas levé les yeux. Je l'avais dit. J'ai toujours dit que la vie d'entreprise était un château de cartes. J'enlace le mug de mes 2 mains. Le café est trop chaud. Je le bois quand même. Personne ne me demande si j'ai peur. Personne ne me demande où je vais loger, comment je vais manger, ni si j'ai besoin de quoi que ce soit. Mon père s'inquiète pour son paiement. Ma mère s'inquiète pour les délais. Ma sœur jubile. Je catalogue chaque mot, chaque silence, chaque absence de la question qui aurait dû venir en premier. Mon père n'a pas demandé si j'allais bien. Ma mère a chronométré mon temps de rétablissement. Ma sœur s'est moquée.
Et je suis resté assise là, impassible, parce que je m'étais préparé à ce moment. Mais je ne m'étais pas préparé à ce qui allait se passer le lendemain. Vous savez, en étant assise dans cette cuisine, et en entendant ma propre famille réagir à l'idée que j'avais tout perdu, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Je n'étais pas choqué. Je savais déjà. J'avais juste besoin de le voir de mes propres yeux. Si cette histoire résonne avec quelque chose que vous avez vécu, écrivez, je savais aussi, dans les commentaires. Juste ces 3 mots. Je veux savoir combien d'entre nous se sont assis dans cette même cuisine. Et si vous voulez savoir ce qui s'est passé au barbecue le lendemain, restez exactement là où vous êtes. Samedi matin. Je descends à 7h30, et la cuisine est déjà en pleine effervescence. Ma mère prépare des œufs farcis. 2 plateaux de travers de porc marine sur le comptoir, et une glacière remplie de bière est posée près de la porte arrière. Aucune assiette n'a été mise pour moi. Aucun café n'a été versé. Ma mère lève les yeux, s'essuie les mains sur son tablier. Un beau tablier de couleur crème, avec son nom brodé en lettres cursives sur le devant. Et elle me tend un morceau de papier plié. Voici ce qui doit être fait avant que les gens ne commencent à arriver. Les tables, les chaises, les guirlandes lumineuses, et la glacière dehors. Brenda est partie se faire coiffer. Je déplie la liste. 12 tâches. Déplacer les tables de pique-nique, accrocher les lumières le long de la clôture, balayer le patio, installer le bar à boissons. Brenda est partie se faire coiffer, je répète. Elle avait ce rendez-vous pris il y a des semaines. Tu sais comment elle est. Je sais exactement comment elle est. Je trouve un tablier dans le placard de l'entrée. Il est vieux, taché de quelque chose qui aurait pu être de la sauce spaghetti il y a 3 ans, et la ficelle est effilochée. Celui de Brenda, qui est assorti à celui de ma mère avec la broderie, est accroché à une patère près de la porte, attendant son retour. J'attache la ficelle effilochée, et je me mets au travail. Mon père traverse la pièce à 8h, son café à la main, et s'arrête dans l'encadrement de la porte pour me regarder traîner une table de pique-nique à travers le jardin. Tu as l'intention de rester planté ici longtemps? Je viens d'arriver hier, papa. Ouais. Il boit une gorgée de café. Depuis l'intérieur, la voix de ma mère porte à travers la fenêtre ouverte. Elle est au téléphone. Je saisis des bribes de phrases entre le cliquetis de la vaisselle. Non, elle ne va pas bien. Je ne pense pas qu'elle pourra nous aider, cette fois. Les mots résonnent avec un ton que je connais bien. Elle n'est pas inquiète pour moi. Elle est déçue par un paiement manqué. Brenda se gare dans l'allée à 11h, les cheveux fraîchement bruchés, ses ongles assortis au bleu électrique de la veille. Elle passe devant moi sans dire un mot, entre dans la maison, et revient avec un verre de thé glacé sucré. Je suis à genoux, en train d'essuyer des chaises de jardin. Elle s'appuie contre la rambarde du porche, et me regarde travailler. Alors, lâche-t-elle, Madame la directrice financière s'est enfin plantée. J'essore le chiffon. Bonjour à toi aussi, Brenda. J'ai toujours dit à maman que tu simulais. Le gros salaire, la vie dans la grande ville, que du vent. Simuler quoi, exactement? Le succès. Elle prend une longue gorgée. Tu penses que tu es meilleur que nous. Ça a toujours été le cas. Mais regarde-toi, maintenant. À genoux, en train de récurer les chaises de jardin de papa. Je me lève. Je plie le chiffon. Je la regarde dans les yeux. Je n'ai jamais dit que j'étais meilleur que qui que ce soit. Tu n'en as pas eu besoin. Tu es parti. Ça l'a dit à ta place. Elle se détache de la rambarde, et s'approche. Il y a quelque chose sur son visage que je n'avais jamais vu auparavant. Pas seulement de la suffisance, mais du soulagement. Elle attendait cela. Elle attendait le jour où je tomberais, pour pouvoir me pointer du doigt. Peut-être que si tu étais restée à la maison, et que tu avais été vraiment présente pour papa et maman, au lieu de t'enfuir pour jouer à la femme d'affaires, les choses auraient été différentes. Elle fait une pause. Pour nous tous. Je soutiens son regard. Tu as été ici tout ce temps, Brenda. Sans payer de loyer. Comment ça a marché, pour eux? Sa mâchoire se contracte. Elle tourne les talons, et rentre à l'intérieur sans ajouter un mot. Mais ce n'était pas le pire. Brenda est le genre de personne qui garde ses meilleures munitions pour un public.
Et dans environ 2 heures, elle en aurait 20 invités, un jardin rempli de chaises pliantes, et toute la scène dont elle avait besoin. Ce qu'elle a dit ensuite, devant chacune de ces personnes, est une chose que je n'oublierai jamais. À 13 heures, le jardin est bondé. Madame Patterson arrive la première. Un pantacourt blanc, un chapeau à large bord, et un tupperware de salade de choux que personne n'a demandé. Elle me serre dans ses bras comme si j'étais une chose fragile, puis s'installe sur la chaise la plus proche de la fenêtre de la cuisine, là où elle peut tout entendre. Les Henderson arrivent ensuite. Bill et Teresa. Bill travaillait avec mon père chez Ansan. Il est dans le secteur bancaire, maintenant. Tante Claire m'a dit que Gérald tournait autour de lui depuis des mois, essayant d'obtenir de l'aide pour l'hypothèque. Puis les autres arrivent, d'anciens collègues, des amis de l'église, un couple que je ne reconnais pas. 15, peut-être 20 personnes, des assiettes en carton et des bières Bud Light, de la musique country crachée par une enceinte portable. Et au moment où la foule s'épaissit, ma mère se transforme. Ma petite chérie. Elle jette ses bras autour de moi, à la vue de Madame Patterson. Je suis si heureuse que tu sois rentrée à la maison. Elle remet une mèche de cheveux derrière mon oreille, et se tourne vers la voisine. Mes 2 filles sous le même toit à nouveau. Nous sommes tellement bénis. Je souris. Je joue mon rôle, mais j'enregistre chaque détail. Il y a 30 minutes, elle m'a tendu une liste de corvées, et ne m'a pas servi de café. Maintenant, avec un public, je suis sa petite chérie. Mon père me trouve près du barbecue, me prend à part, et pose sa main sur mon épaule. C'est la première fois qu'il me touche de toute cette visite. Parle à Monsieur Henderson de ton travail à Charlotte. En fait, papa, Il me coupe la parole, avant que je puisse finir. Il se tourne vers Bill Henderson, qui s'approche avec une bière. Elle prend une petite pause, lance Gérald, en me tapant dans le dos. Elle recharge les batteries. Tu sais comment sont ces cadres d'entreprise. Il ment. Il sait que j'ai dit être au chômage. Mais il préfère inventer des vacances de toutes pièces, plutôt que d'admettre que sa fille traverse une période difficile. Il n'a pas honte pour moi. Il a honte de moi. Il y a une différence. Au milieu de l'après-midi, la glacière commence à manquer de glace. Je me porte volontaire pour aller chercher un sac dans le congélateur, à l'intérieur. En partie pour être utile, et en partie parce que mon visage a besoin de faire une pause dans ses sourires. Je traverse le couloir en direction de la buanderie, et je passe devant le bureau de mon père. La porte est entr'ouverte, et je n'aurais pas regardé à l'intérieur, si je n'avais pas vu mon nom là, sur le coin de son bureau, sur une enveloppe ouverte. L'adresse de l'expéditeur est Capital One. Le nom sur le relevé, Félicia Ingram. Je pousse la porte. Je le ramasse. C'est un compte de carte de crédit. Solde, $6,200. Limite de crédit, $8,000. Adresse de facturation, 412 Maple Street, Ridgemont, Ohio. La maison de mes parents. Je n'ai jamais ouvert ce compte. Je n'ai jamais vu cette carte. Je parcours l'historique des transactions. Des stations-service. Le supermarché Walmart. Un salon de manucure sur East Main, le salon de Brenda. Un magasin de meubles à Columbus. Des paiements mensuels minimum, parfois sautés. Mes mains sont fermes. Je m'assure qu'elles le soient. Je photographie chaque page avec mon téléphone. Recto et verso. Je repose le relevé exactement là où je l'ai trouvé. Même angle, même coin, même pliure. Ensuite, je marche jusqu'à la buanderie, j'attrape la glace, et je la porte à l'extérieur à 2 bras. Mon père retourne des hamburgers. Ma mère rit avec Teresa Henderson. Brenda montre des photos sur son téléphone à quelqu'un. Il ressemble à n'importe quelle autre famille, par un samedi ordinaire. $6,200. Ce n'est pas le plus gros chiffre de cette histoire. Loin de là. Mais c'est celui qui réécrit tous les chapitres précédents, parce qu'il prouve une chose que je ne faisais que soupçonner. Ma famille ne s'est pas contentée de me traiter comme un outil financier. Ils ont fait de moi un outil financier, littéralement sur le papier, sans me le demander, sans m'en parler, et sans une seule seconde d'hésitation. Et moi, je me tiens dans leur jardin, tenant un sac de glaçons, avec le sourire.
Je m'installe sur une chaise de jardin près de la clôture, une assiette en carton en équilibre sur les genoux, et Madame Patterson se matérialise à côté de moi, comme si elle avait un radar pour les sièges vides. Félicia, ma chérie, tu as l'air mince. Est-ce que tu manges assez, là-bas, à Charlotte? Je vais bien, Madame Patterson. Je suis juste très occupée. Elle hoche la tête, mais elle n'est pas là pour parler de mon régime alimentaire. Madame Patterson dirige le bureau d'information officieux de Maple Street depuis 30 ans, et elle a le regard qui va avec. La tête penchée, la voix baissée, et les yeux faisant ce balayage de compassion qu'elle réserve aux histoires les plus croustillantes. Il faut que je te le dise, lance-t-elle en se penchant vers moi. Ton papa a failli perdre cette maison au printemps dernier. Je garde une expression neutre. Que voulez-vous dire? 5 mois de retard sur l'hypothèque. 5. La banque a envoyé des gens ici, et tout le reste. Ta maman pleurait à ce sujet, à l'église. Le pasteur Davis a failli faire une collecte de fonds. Je n'en avais aucune idée. Eh bien, ils ont obtenu un délai supplémentaire d'une façon ou d'une autre. Mais je me suis dit, c'est sûr que tu étais au courant. Je l'ai dit à Bill Patterson, c'est sûr que Félicia le sait. Sa maman dit à tout le monde à quel point elle réussit bien. Je mange une fourchetée de salade de pommes de terre, qui a un goût de sûr. 5 mois de retard. Alors que je virais $500 chaque mois, il continuait à couler. Ce qui signifie, soit que les dépenses étaient pires que ce que je pensais, soit que l'argent que j'envoyais allait ailleurs que dans le remboursement du prêt immobilier. Je repense à la carte de crédit à mon nom. Je pense aux ongles neufs et au brushing de Brenda. Je pense aux frais de station-service, sur une carte que je n'ai jamais ouverte. Madame Patterson me tapote le bras. Je prie pour tes parents chaque dimanche, ma chérie. Cette histoire d'hypothèque a failli briser ta maman. J'opine du chef, je souris, et je la remercie. À l'intérieur de ma poitrine, les pièces du puzzle s'emboîtent. Et pour la première fois de ce week-end, je ne fais plus seulement qu'observer. Je calcule. Le barbecue s'achève vers 20h, mais le jardin se vide lentement. Les câlins d'au revoir. Les échanges de Tupperware. Gérald serre des mains au portail, comme s'il était en campagne électorale. Ma mère ramasse les assiettes. Je fais la vaisselle. Brenda va se coucher à 19h30. À 21h, la maison est plongée dans le noir, à l'exception de la lumière de la cuisine. Je monte à l'étage, vers ce qui était autrefois ma chambre. Ce n'est plus le cas. Le lit simple dans lequel j'ai dormi pendant 18 ans a disparu. À sa place, 2 grandes étagères bourrées du surplus d'affaires de Brenda. Des bacs de vêtements, du vieux matériel de salon de coiffure, des boîtes à chaussures empilées. Un lit de camp pliant a été installé dans le coin, avec un oreiller plat, et une courte pointe qui sent le garage. Ils n'ont même pas fait semblant. Je m'assois sur le lit de camp, et j'appelle Marcus Webb. Marcus et moi étions dans le même cours de statistique à l'université de l'Ohio. Il s'est orienté vers le droit immobilier, a fondé un petit cabinet à Charlotte, et c'est la personne la plus réfléchie que je connaisse. C'est pourquoi je l'appelle en premier. J'ai besoin de comprendre quelque chose, lui dis-je. Si quelqu'un a 5 mois de retard sur un prêt immobilier, qu'arrive-t-il à cette créance? Il ne demande pas pourquoi. C'est ce que j'aime chez Marcus. Le prêteur peut la revendre sur le marché secondaire, s'il veut limiter ses pertes. Une créance, performante ou non, peut être cédée à prix réduit. L'acheteur devient le nouveau détenteur de la créance, avec tous les droits légaux. N'importe qui peut l'acheter. N'importe qui avec le capital nécessaire, et un bon avocat. Je ferme les yeux. Marcus, je viens de découvrir que mes parents ont ouvert une carte de crédit à mon nom. $6 000 de frais que je n'ai jamais vus. Un silence, puis, c'est de l'usurpation d'identité, Félicia. Je sais. Mais je ne veux pas porter plainte. Je veux un moyen de pression. Une longue pause. À quoi penses-tu? Je pense que je t'appellerai lundi. Repose-toi. Je m'allonge sur le lit de camp. Les étagères de Brenda sont de chaque côté de moi. Et je fixe le plafond. Je ne dors pas. Non pas parce que je suis en colère, mais parce que, pour la première fois de ma vie, j'ai un plan. Et il me terrifie.
dimanche, 2e jour. Gérald est debout avant l'aube. Je l'entends au téléphone à 6 heures du matin. Voix basse, ton solennel. Il parle à Bill Henderson. Je saisis des bribes depuis le couloir. J'apprécie que tu repasses. Je voulais juste avoir l'occasion de parler correctement de ce refinancement. Voilà donc pourquoi le barbecue dure 2 jours. Ce n'est pas une fête. C'est une réunion de présentation, déguisée en fête de quartier. Gérald a besoin du réseau bancaire de Henderson, et il enrobe sa demande dans des hamburgers et de la bière. À midi, le jardin est de nouveau rempli. La même foule, plus quelques nouveaux visages. Un couple de l'ancienne ligue de bowling de Gérald, et une femme nommée Darlene, qui n'arrête pas de m'appeler « la fille de la ville ». Cette fois, on m'assigne à la corvée du barbecue. Ma mère me tend une spatule et un tablier taché, le même que la veille, toujours effiloché. Brenda est à l'intérieur, elle prépare le punch, justifie-t-elle. Brenda prépare le punch. Ne commence pas, Félicia. Je tiens le barbecue pendant 2 heures. Je retourne les steaks, je fais rouler les saucisses, et je badigeonne les travers de porc de sauce. La fumée du charbon me pique les yeux, et s'accroche à mes cheveux. Je dresse des assiettes pour 20 personnes, qui ne connaissent même pas mon prénom, ou qui pensent simplement que je suis celle qui est partie. De l'autre côté du jardin, Brenda est assise sur une chaise pliante, un cocktail à la main. Elle régale Darlene avec une histoire à propos d'une cliente du salon. Son rire couvre la musique. Elle n'a pas touché une spatule, une assiette, ou un sac poubelle de tout le week-end. À un moment donné, Bill Henderson s'approche du barbecue. Alors, c'est toi qui travailles dans la finance, n'est-ce pas? Il me serre la main. Ton père parle de toi. Je cligne des yeux. Ah oui? Bien sûr. Il dit que tu es vraiment doué pour les chiffres. L'ironie est si épaisse que je pourrais la mettre dans une assiette, et la servir avec de la salade de pommes de terre. Mon père se vante de moi auprès des gens qui pourraient lui être utiles, et me rejette ouvertement, en face à face. Ça se passe près de la glacière, à l'écart de la foule. Mon père s'approche pendant que je remplis le bac à glaçons. Il a ce regard, celui où sa mâchoire est serrée, et où ses yeux évitent les miens. Cela signifie qu'il a besoin de quelque chose, et qu'il déteste en avoir besoin. Écoute, murmure-t-il en gardant la voix basse. J'ai besoin que tu parles à Henderson de la situation de notre hypothèque. Tu t'y connais, c'est de la finance. Il t'écoutera. Papa, je viens de te dire que j'ai perdu mon travail. Il balaie l'argument de la main, comme si je venais de dire qu'il faisait nuageux dehors. Je m'en fiche de ça, pour le moment. J'ai besoin que tu règles ça. Je laisse sa phrase en suspens. J'ai besoin que tu règles ça. Ce n'est pas « aide-moi », c'est « règle ça ». Comme si j'étais un outil qu'il sort de sa boîte quand la plomberie lâche. Utile, mais pas aimé. Je ne suis pas en position de t'aider avec ça en ce moment. Son visage change. Le masque de politesse tombe, et quelque chose de plus profond transparaît. Quelque chose de froid et de permanent. Tu n'as jamais été en position de faire quoi que ce soit pour cette famille, quand c'était important. Les mots me frappent la poitrine comme un coup de poing. J'ai envoyé de l'argent à la maison chaque mois pendant 10 ans, papa. Chaque mois, sans exception. Il me fixe, regarde par-dessus mon épaule, puis il s'éloigne. Quelques invités à proximité, le couple du bowling, et Darlene, jettent un coup d'œil. Ils ont entendu quelque chose. Pas tout, mais suffisamment. Assez pour voir Gérald tourner le dos à sa plus jeune fille, comme s'il s'agissait d'une étrangère qui demande son chemin. Je reste debout près de la glacière, la pelle à glaçons à la main, tandis que la fumée du barbecue dérive à travers le jardin. 20 personnes mangent la nourriture que j'ai cuisinée. Ils sont assis aux tables que j'ai installées, et boivent dans la glacière que j'ai remplie. Mon père vient de me dire que je n'ai jamais compté, et il l'a dit le jour même où j'ai servi ses invités depuis l'aube. Ma main tremble. Je pose la pelle délicatement. Je ne laisserai personne la voir trembler. 20 minutes plus tard. Je débarrasse les assiettes d'une table pliante, près de la clôture. Quand mon père réapparaît, il a bu 2 bières de plus. Sa posture est plus relâchée, mais son regard est plus dur. Il ne me prend pas à part, cette fois. Il s'arrête en plein milieu,
à 2 mètres des Henderson, et à 3 mètres de Madame Patterson. Et il lance, d'une voix assez forte pour que tout le monde autour entende, « Tu n'as jamais vraiment fait partie de cette famille, Felicia. Tu es partie. Brenda est restée. C'est ça la différence. » Le jardin ne plonge pas dans le silence. Ça n'arrive que dans les films. Dans la vraie vie, le silence se fait par à-coups. Les personnes les plus proches de nous se figent, tandis que celles près de l'enceinte continuent de rire, inconscientes du drame. La main de Madame Patterson s'arrête à mi-chemin de sa salade de choux. Bill Henderson pose sa bière. Teresa Henderson regarde ses chaussures. Je ne bouge pas. Je serre la pile d'assiettes en carton contre ma poitrine, et je regarde mon père. Je le regarde vraiment. La barbe de 3 jours qu'il n'a pas pris la peine de raser. Le polo au col effiloché. L'homme qui m'a élevé comme un centre de cou, et qui, devant ses voisins, est maintenant en train de me reclasser en perte sèche. Ma mère se précipite hors de la cuisine. Gérald, pas ici. Mais elle ne dit pas que ce n'est pas vrai. Elle ne dit pas, elle fait partie de cette famille. Elle dit, pas ici, parce que le problème n'est pas le fond du message, mais le lieu où il a été prononcé. Je passe devant eux sans dire un mot, j'entre dans la maison, je descends le couloir, et je m'enferme dans la salle de bain. Je pose les assiettes sur le lavabo, et je me regarde dans le miroir. Mes yeux sont secs. Ma mâchoire est serrée. Mon pouls martèle quelque part derrière mes oreilles. J'ouvre le robinet, je m'asperge le visage d'eau froide, et je reste là pendant 60 secondes, à regarder l'eau tourbillonner et disparaître dans l'évacuation. Puis, je m'essuie les mains, et je ressors. Je n'atteins pas le jardin. Brenda m'attend dans la cuisine, adossée au comptoir, les bras croisés. Elle sourit. Ce sourire bien particulier, celui qui montre trop de dents, et qui signifie qu'elle s'apprête à prendre du plaisir à mes dépens. Tu vois, dit-elle. Papa a enfin dit ce que nous pensons tous. Brenda, arrête. Tu devrais retourner à Charlotte. Elle penche la tête sur le côté. Oh, attends. Tu n'as plus de travail pour y retourner. Je te demande d'arrêter. Non. Elle s'avance d'un pas. Toi, arrête. Arrête de faire semblant d'avoir ta place ici. C'est toi qui es parti. Felicia, tu n'as pas le droit de revenir en rampant, quand la vie finit par te rattraper. Je ne dis rien. Elle attend une réponse, n'en obtient pas, et décide que la cuisine n'est pas une scène assez grande. Elle se retourne, et sort par la porte arrière. Je la suis jusqu'à la moustiquaire, et j'observe à travers le maillage. Brenda traverse le jardin, jusqu'à l'endroit où le groupe principal d'invités est rassemblé. Les Henderson, Madame Patterson, Darlene, les amis du bowling de Gérald. Elle attrape son cocktail, prend une gorgée, et parle avec un volume calculé pour porter. Ne soyez pas triste pour elle. Elle a toujours cru qu'elle était trop bien pour Ridgemont. Le karma fait juste son travail. Quelques personnes rient. Des rires brefs et inconfortables, le genre de rire qu'on utilise quand on ne sait pas quoi faire d'autre. Darlene lève son verre. Le couple du bowling échange un regard. Madame Patterson ne rit pas. Elle secoue lentement la tête, plie sa serviette, et la pose sur la table. Bill Henderson regarde sa femme. Teresa articule silencieusement quelque chose que je n'arrive pas à lire sur ses lèvres. Je reste debout, derrière la moustiquaire. La fumée du barbecue tourbillonne à travers le jardin. L'enceinte diffuse une chanson qui parle de l'été. Brenda pense qu'elle vient de gagner. Tout le monde, dehors, pense que je suis fini. Mais il y a une chose qu'aucun d'eux ne sait. Ni mes parents, ni ma sœur, ni une seule personne dans ce jardin. Et c'est là, dans mon téléphone, prêt à servir. Dimanche soir. La maison est silencieuse. Le dernier invité est parti il y a 2 heures. Je m'assois sur le lit de camp, dans ce qui était autrefois ma chambre. La porte est verrouillée. Les étagères de Brenda m'oppressent des 2 côtés. La courte pointe sent la naphtaline, et je m'en moque. J'appelle tante Claire. Elle décroche à la première sonnerie, comme si elle m'attendait. Je lui raconte tout. L'histoire de l'hypothèque que j'ai surprise, la carte de crédit à mon nom, et les mots de Gérald près de la clôture. La représentation de Brenda devant le public.
Claire écoute sans m'interrompre. Quand je termine, il y a un long silence prudent. Tu leur as donné toutes les chances du monde, ma chérie. Absolument toutes. Tu ne leur en dois pas une de plus. Je ferme les yeux. J'avais besoin d'entendre ça. Je sais que tu en avais besoin. Nous raccrochons. Je compose le numéro de Marcus. Lance le processus, je lui dis. Découvre qui détient la créance du 412 Maple Street, à Ridgemont, Ohio. Je veux l'acheter. C'est une décision majeure, Félicia. Tu es sûr? Ils ont ouvert une carte de crédit à mon nom, sans me le dire. Ils m'ont traité comme une moins que rien, devant 20 personnes. Mon père a dit que je n'avais jamais fait partie de cette famille. Je fais une pause. Oui, Marcus. Je suis sûr. J'aurai des informations d'ici mercredi. Après avoir raccroché, je m'allonge et je fixe le plafond. Une tache d'humidité s'étale sur le plâtre, dans une forme que je n'arrive pas à nommer. Sur l'étagère, au-dessus de ma tête, les boîtes à chaussures de Brenda sont empilées par 4. Mon vieil album de fin d'année du lycée est caché derrière l'une d'entre elles. Je peux voir la tranche. Ils ont transformé ma chambre en un espace de stockage pour elle. Ils ont transformé mon nom en leur ligne de crédit. Ils ont transformé ma loyauté en un paiement récurrent. Je reste allongé là. Je ne ressens aucune culpabilité. Je ne ressens aucune rage. Je me sens lucide. Pour la première fois en 14 ans, je vois les choses de manière parfaitement, absolument claire. Je sais que beaucoup d'entre vous se demandent, que va-t-elle faire? Si vous avez déjà deviné, laissez votre prédiction dans les commentaires. J'adorerais savoir si vous l'aviez vu venir. Et si vous regardez encore à ce stade, cela signifie que cette histoire vous a accroché. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, car c'est comme ça que d'autres personnes pourront l'entendre. Maintenant, laissez-moi vous raconter la partie qu'absolument personne, dans ma famille, n'avait vu venir. 3 semaines plus tard, à Charlotte, en Caroline du Nord. Je suis à mon bureau, au 14e étage d'Aldrich Capital Partners. La ville s'étend en dessous de moi, à travers des fenêtres allant du sol au plafond. Cette ville autour de laquelle j'ai construit ma vie, pendant que ma famille faisait semblant que je n'existais pas. Mon titre est toujours sur la porte, Félicia Ingram, directrice financière. Mon nom est toujours sur la liste de paie, à 200 000 $ par mois. L'entreprise n'a pas fait faillite. Je n'ai rien perdu, à part l'illusion que j'avais une famille. Marcus m'appelle à 11h15. J'ai trouvé le détenteur de la créance, annonce-t-il. Un petit fonds régional, Lakeshore Capital Group. Ils essaient de se débarrasser de leurs créances douteuses depuis 6 mois. L'hypothèque de tes parents est dans le tas. Quel est le prix? 95 000 $, à peu près. C'est une remise de 40% sur le solde restant dû. 95 000 $. Moins de la moitié de ce que je gagne en un seul mois. Moins de la moitié de ce que j'ai envoyé à cette maison, au cours de la dernière décennie. Ce chiffre me semble chirurgical, précis, net. Fais-le, lui dis-je. Félicia, je veux m'assurer que tu comprends ce que cela implique. Tu seras la détentrice légale de la créance. Tu auras tous les droits dont dispose un prêteur, y compris le droit d'engager une procédure de saisie immobilière, si les paiements restent en souffrance. Je comprends. Le virement est effectué l'après-midi même. Jeudi, à la fermeture des bureaux, Marcus me confirme que la créance du 412 Maple Street a été transférée. Je suis désormais la créancière légale de la maison de mes parents. Je reste assise dans mon bureau, après le départ de tous les autres. Les lumières de la ville, en bas, ressemblent à un circuit imprimé. Je ne me sens pas victorieuse. Je ne me sens pas vengeresse. Je me sens comme une femme, qui vient d'acheter la porte d'une maison dont on lui a dit qu'elle n'avait jamais fait partie. Je demande à Marcus de préparer un dernier document. Une lettre de mise en demeure concernant la carte de crédit de 6 200 $, ouverte à mon nom. Mais nous ne l'envoyons pas. Pas encore. Elle reste dans son tiroir, comme un loquet de sécurité sur lequel j'espère ne jamais avoir à tirer. Ensuite, je lui fais rédiger l'avis de cession de créance, et nous l'envoyons par courrier à Gérald Ingram. En courrier recommandé. Une semaine passe. Mardi, 20h47.
Mon téléphone vibre sur la table de nuit. L'écran affiche « Papa ». Je le fixe pendant 3 sonneries complètes. Mon père m'a appelé exactement 2 fois, au cours des 2 dernières années. À chaque fois, c'était parce que ma mère lui avait dit de le faire. Il n'appelle pas. Il attend qu'on l'appelle. Je décroche. Félicia, c'est quoi ce bordel avec cette lettre? Sa voix est différente. Plus aiguë. Son autorité a disparu, et quelque chose de brut a pris la place. Quelle lettre, papa? Ne joue pas à ça avec moi. Ça dit que l'hypothèque a été vendue. Cédée à une entreprise appelée Maple Holdings LLC. C'est mon entreprise, papa. Un silence de mort. 6 secondes. 8 secondes. Je compte. Quoi? J'ai racheté ton hypothèque. Je suis ton prêteur, maintenant. Je l'entends respirer lourdement. Puis, quelque chose en arrière-plan. La voix de ma mère, perçante et montant dans les aigus. Gérald, que se passe-t-il? Tu ne peux pas faire ça, lâche-t-il. Je le peux, et je l'ai fait. Je garde une voix neutre. Ni froide, ni chaleureuse. Neutre. Tout comme tu as pu ouvrir une carte de crédit à mon nom, sans me le dire. Tout comme tu as pu laisser Brenda débiter $6 000 sur mon crédit, sans jamais en parler. Ça. C'est Donna qui a géré ça. Pas moi. Tu es sur le compte, papa. Vous y êtes tous les deux. Un autre silence. J'entends une chaise racler le lino. Il s'est assis. Félicia. Sa voix se brise, presque imperceptiblement. Que veux-tu? Je veux que tu m'écoutes. Pour la première fois en 32 ans, je veux que tu m'écoutes vraiment. Est-ce que tu peux faire ça? Rien d'autre que le bruit de sa respiration. Je serai à Ridgemont samedi, je lui dis. Nous parlerons à ce moment-là, tous les 4. Mon avocat sera avec moi. Je raccroche avant qu'il ne puisse répondre. L'appartement est silencieux. Je pose le téléphone face vers le bas sur la table de nuit, et je ferme les yeux. Samedi matin, au 412 Maple Street. Cette fois, je conduis moi-même. Une berline noire, un tailleur impeccable, des talons. Marcus est à côté de moi sur le siège passager, sa mallette sur les genoux. Je me gare là où le taxi m'avait déposé 3 semaines plus tôt. La même allée fissurée, la même boîte aux lettres de travers, mais plus rien d'autre n'est pareil. La porte d'entrée s'ouvre, avant que je n'atteigne le porche. Gérald se tient dans l'encadrement, et il a l'air plus petit que dans mes souvenirs. Derrière lui, Donna est assise à la table de la cuisine, les mains crispées sur ses genoux. Brenda est adossée au mur du fond. Les bras croisés, le visage tendu. Personne ne parle. J'entre. Marcus me suit. Je ne m'assois pas. Il y a 3 semaines, je commence. Je me tenais dans cette cuisine, et je vous ai dit que j'avais tout perdu. Papa, ta première question concernait le paiement de l'hypothèque. Maman, tu as demandé combien de temps il me faudrait pour gagner à nouveau ma vie. Brenda, tu as dit à 20 personnes que le karma venait de me rattraper. Je les regarde l'un après l'autre, à tour de rôle. Je n'ai pas perdu mon emploi. Mon entreprise n'a pas fait faillite. Je gagne $200 000 par mois. Je suis la directrice financière d'un fonds d'investissement privé. Et depuis jeudi dernier, c'est moi qui détiens la créance de cette maison. Le visage de Donna s'effondre. Elle porte ses mains à sa bouche. Le teint de Gérald passe du pâle au rouge, pour finir d'une couleur que je n'arrive pas à nommer. Brenda se décolle du mur. Tu nous as menti? Oui. De la même façon que vous m'avez menti toute ma vie. Ce n'est pas pareil. Vraiment? Je fais un pas en avant. Je suis rentré pour savoir si vous m'aimeriez, sans mon argent. Vous avez répondu à cette question en moins de 60 secondes. L'horloge de la cuisine fait tic-tac. Le réfrigérateur bourdonne. Personne ne bouge. Marcus pose la mallette sur la table, et l'ouvre. Voici ce qui va se passer maintenant, dis-je. Marcus étale 3 documents sur la table. Ses mouvements sont calmes, assurés. Il a fait ça des centaines de fois,
bien que jamais dans une cuisine familiale. Premièrement, j'annonce la carte de crédit ouverte à mon nom. Le solde est de $6,200. Vous avez 90 jours pour la rembourser dans son intégralité. Gérald ouvre la bouche. Marcus prend la parole en premier. Nous avons les relevés, monsieur Ingram. Le compte a été ouvert en utilisant le numéro de sécurité sociale de Félicia, avec cette adresse comme lieu de facturation. Techniquement, c'est de l'usurpation d'identité. Félicia a choisi de ne pas engager de poursuite pénale. Donna murmure quelque chose que je n'entends pas. Gérald fixe la table. Deuxièmement, je poursuis, l'hypothèque. Vous avez 5 mois de retard. C'est moi qui détiens la créance, désormais. Si vous voulez garder cette maison, vous allez signer un accord de restructuration de paiement. Les paiements mensuels passeront par le bureau de Marcus. Les conditions sont plus généreuses que ce qu'aucune banque ne pourrait vous offrir. Si vous manquez 3 paiements consécutifs, la procédure de saisie commencera automatiquement. C'est du chantage, lâche Gérald, mais sa voix n'a plus aucun mordant. Non, monsieur, intervient Marcus. C'est une restructuration de prêt tout à fait standard. Je peux vous détailler les conditions, ligne par ligne, si vous le souhaitez. Brenda se redresse brusquement. Tu vas jeter ta propre famille à la rue? Je me tourne vers elle. Brenda, tu vis dans cette annexe à l'arrière, sans payer de loyer, depuis 12 ans. Tu n'as pas contribué d'un seul dollar à l'hypothèque, aux charges, ou aux impôts. S'il y a bien quelqu'un dans cette pièce qui devrait s'inquiéter de l'endroit où il va vivre, c'est toi. Elle devient silencieuse. Réellement silencieuse. Pour la première fois de ma vie. Je regarde mes parents. Les mains de mon père sont posées à plat sur la table. Les yeux de ma mère sont rouges et humides. Je ne suis pas ici pour vous punir, leur dis-je. Je suis ici pour mettre fin à un arrangement, qui n'aurait jamais dû exister. Marcus fait glisser l'accord sur la table, avec un stylo. Ma mère se lève. La chaise racle durement le sol. Après tout ce que j'ai sacrifié pour toi. Sa voix tremble, grimpant vers ce ton aigu que j'ai entendu 1 millier de fois. Celui qui signifie qu'elle s'apprête à réécrire l'histoire. Je t'ai donné la vie, Félicia. Je suis resté éveillé des nuits entières, quand tu étais malade. J'ai fait des doubles services pour que tu puisses manger. Maman, je ne doute pas que tu aies fait toutes ces choses. Alors, comment peux-tu t'asseoir ici, et nous traiter comme des étrangers? Parce qu'accomplir les devoirs de base d'un parent ne te donne pas le droit d'exploiter financièrement ton enfant, pendant toute une décennie. Elle tressaille, et change de tactique. C'est Claire qui t'a poussé à faire ça, n'est-ce pas? Ta tante a toujours été jalouse de notre famille. Elle n'a jamais eu ses propres enfants, alors elle empoisonne les miens. Personne ne m'a poussé à faire quoi que ce soit. C'est vous qui l'avez fait. Je soutiens son regard. Avec chaque appel téléphonique qui commençait par le montant d'une facture, au lieu d'un « comment vas-tu » Avec chaque fête à laquelle je n'étais pas invité, à moins que vous n'ayez besoin de quelque chose. Avec chaque dollar qui a servi à payer les ongles de Brenda, au lieu de la facture d'électricité que vous me disiez être en retard. Donna se rassoit. Les larmes coulent de plus belle, maintenant. Brenda lui tend un mouchoir, mais ne dit rien. Gérald n'a pas parlé depuis 3 minutes. Il fixe les documents sur la table, la mâchoire serrée, et il finit par dire la seule chose qui lui reste. Alors c'est ça. Tu en as fini avec nous? J'attends. Je laisse la question respirer. J'en ai fini avec cet arrangement, papa. Je n'ai pas fini d'être ta fille, si jamais tu veux que je le sois. Ses yeux croisent les miens. Quelque chose vacille dans son regard. Je ne sais pas si c'est du remords, du choc, ou simplement de l'épuisement, mais c'est quelque chose de nouveau, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Les conditions sont écrites, dit doucement Marcus. Prenez la semaine pour les lire. Mon numéro est sur la dernière page. Je prends mon sac à main. Je traverse la cuisine, pour la dernière fois de ce voyage. Je passe devant le comptoir, où ma mère m'avait tendu une liste de corvées, sans me servir de café. Je passe devant le canapé du salon, où Brenda était assise à se peindre les ongles, pendant que je trimballais des meubles. Je passe dans le couloir, là où se trouvait autrefois ma chambre, avant qu'il ne la remplisse avec ses boîtes à chaussures.
Marcus est déjà à la porte, sa mallette à la main. Je le suis, et personne ne me suit. Sur le porche, je m'arrête un instant. L'air sent l'herbe coupée et les restes de charbon de bois. La boîte aux lettres tordues projette une ombre fine sur l'allée. De l'autre côté de la rue, Madame Patterson arrose ses hortensias. Elle lève les yeux. Je lui fais un petit signe de tête. Elle me le rend. Je pense qu'elle sait déjà que quelque chose a changé ici, aujourd'hui. Et d'ici demain, toute la rue sera au courant. Marcus m'ouvre la portière. Je me glisse à l'intérieur. Il contourne la voiture pour se mettre au volant, et nous nous éloignons du trottoir. Je ne regarde pas en arrière. À la place, je regarde dans le rétroviseur. Le 412 Maple Street rétrécit derrière nous. Le porche affaissé, l'allée fissurée, la boîte aux lettres de travers que Gérald ne réparera jamais. Tout devient de plus en plus petit, jusqu'à ce que nous tournions sur la route 6, et que ça disparaisse complètement. Je ne pleure pas. Pas parce que je suis forte, mais parce que j'ai déjà pleuré, il y a des années de cela, dans une chambre d'étudiante à l'université de l'Ohio. La nuit où j'ai réalisé que personne ne viendrait à ma journée d'intégration de première année. J'ai épuisé ces larmes-là il y a bien longtemps. Marcus conduit en silence pendant 20 minutes, avant de me dire, tu as fait ce qu'il fallait. Je sais. Tu leur as aussi accordé de meilleures conditions que ce qu'ils méritent. Je le sais aussi. L'autoroute s'ouvre devant nous, nette et droite, en direction du sud. J'ai quitté Ridgemont cet après-midi-là, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un mois plus tard, tante Claire m'appelle un jeudi soir. Elle a cette voix, à moitié amusée, à moitié triste. Celle qu'elle prend quand les drames de la famille Ingram ont officiellement atteint le parking de l'église. Eh bien, ma chérie, lance-t-elle, tu es le sujet de conversation de tout Ridgemont. Madame Patterson a été, comme on pouvait s'y attendre, l'élément déclencheur. En l'espace d'une semaine après ma visite, l'histoire s'était répandue dans le cercle des femmes de la première église méthodiste, dans la file d'attente du supermarché, et dans au moins 2 clubs de lecture distincts. La version qui circule, me raconte Claire, est la suivante, Gérald et Donna ont traité Félicia comme un distributeur de billets pendant des années. Félicia est rentrée en faisant semblant d'être fauchée. Ils l'ont mise à la rue. Elle est revenue, et a racheté leur hypothèque. Les gens les dévisagent, précise Claire. Pas avec des regards de pitié, mais plutôt des regards du genre, oh, c'est donc ça que vous êtes vraiment. Gérald a cessé d'aller au café du samedi matin au dîner. Donna n'est pas allée au cercle des femmes depuis 3 semaines. Et Brenda. Brenda a pris le coup le plus dur, parce que c'est elle qui s'est tenue devant la foule du barbecue pour se moquer de moi. Et ces mêmes personnes connaissent désormais la vérité. Darlene a arrêté de répondre à ses appels. Le couple du bowling change de trottoir quand il la croise à la quincaillerie. Mais ce qui me surprend le plus, c'est Bill Henderson. Une semaine après ma visite, il a appelé Gérald pour retirer son offre d'aide au refinancement. Désolé, Gérald, me raconte Claire. Il a dit, je ne me sens plus à l'aise de m'impliquer là-dedans. Je suis assise sur mon balcon à Charlotte, le téléphone collé à l'oreille, et je regarde le soleil disparaître derrière les gratte-ciel. Comment te sens-tu, me demande Claire. J'y réfléchis avec honnêteté. Je ne me sens pas heureuse, mais je ne me sens pas coupable non plus. C'est normal? Ma chérie, c'est la chose la plus saine que je t'ai jamais entendu dire. Au bout de 6 semaines, un jeudi soir, 21h20. Mon téléphone s'allume avec un prénom que je n'avais pas vu depuis Ridgemont. Brenda. Je réponds, parce que je m'étais promis de le faire, une seule fois. Félicia. Sa voix est différente, plus douce, les angles arrondis. J'ai beaucoup pensé au barbecue, à ce que j'ai dit. J'ai été horrible avec toi, et j'en suis tellement désolé. Est-ce qu'on peut recommencer à zéro? Je laisse le silence s'installer pendant 3 secondes, puis je réponds. J'apprécie que tu dises ça, Brenda. Mais pourquoi, spécifiquement, es-tu désolé? Une pause. Une longue pause. Juste pour tout, en général. J'étais stressé. Maman et papa me mettent tellement la pression à moi aussi. Tu sais, être celle qui est restée, ce n'est pas facile non plus. Et voilà. Le revirement, la diversion. Elle ne s'excuse pas pour ce qu'elle a fait.
Elle m'explique pourquoi ce n'était pas vraiment de sa faute. Brenda, tu as dit à 20 personnes que le karma me punissait. Tu m'as dit que j'avais simulé ma carrière. Tu as dit que je n'avais pas ma place dans ma propre famille. Laquelle de ces phrases était dictée par le stress? Un autre silence. Je veux dire, toutes, je suppose. Je ne pensais rien de tout ça. Tu pensais chaque mot. Tu dis des variantes de ces phrases depuis 20 ans. La seule différence, c'est que tu as enfin eu un public pour t'écouter. Elle commence à pleurer, ou à faire semblant de pleurer. Je n'arrive pas à faire la différence. Et cette incapacité à faire la différence est justement tout le problème. Alors, tu vas juste couper les ponts, demande-t-elle. Je ne coupe pas les ponts avec toi. Je t'explique à quoi ressemblent de vraies excuses. Quand tu pourras me dire exactement ce que tu as fait de mal, sans blâmer maman, papa, le stress, ou qui que ce soit d'autre, je t'écouterai. Elle raccroche. Des excuses qui rejettent la faute sur quelqu'un d'autre ne sont pas des excuses. C'est une diversion. Et j'ai suivi les diversions de Brenda pendant 32 ans. Celle-ci était la dernière. 2 mois après mon passage à Ridgemont, un mardi matin, Marcus me transfère une notification de paiement. 1247 $, de la part de Gérald et Ingram. Le paiement de l'hypothèque, à l'heure, pour la première fois depuis plus d'1 an. Je lis la confirmation 2 fois. Tante Claire comble les trous de l'histoire. Gérald a pris un emploi à temps partiel chez Thomson & Autopart, le même magasin où il achetait des fournitures quand il travaillait chez NN. 12 $ de l'heure, 25 heures par semaine. Il se lève à 5h30, et y va à pied, parce qu'il ne leur reste plus qu'une seule voiture. Ma mère a commencé à vendre des pâtisseries et des confitures, via un groupe en ligne géré par l'église. 50 ou 60 $ par semaine. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est son argent à elle. Ils paient ensemble, pour la première fois. 3 jours après que le paiement a été validé, je reçois un SMS de Gérald. Paiement envoyé à temps. 4 mots. Pas de « je t'aime ». Pas de « je suis désolé ». Pas de « comment vas-tu ». Juste la confirmation d'une transaction, de la part d'un homme qui n'a jamais parlé qu'en termes de transaction. Je regarde le message pendant un long moment. Je ne réponds pas, mais je ne le supprime pas non plus. Je le déplace dans un dossier que j'ai nommé peut-être. Claire m'appelle ce week-end-là. Ne t'attends pas à des miracles, ma chérie. Mais ne ferme pas non plus la porte. Garde simplement le verrou fermé. C'est ce que je ferai. Encore une chose, ajoute-t-elle. Ton père a dit à Brenda qu'elle devait commencer à payer un loyer pour l'annexe à l'arrière. 300 par mois, à partir du mois prochain. Je pose ma tasse de café. Il a fait quoi? Tu m'as bien entendu. 12 ans de loyer gratuit, et il a fini par lui demander de payer. Brenda a piqué une crise. Donna a essayé d'intervenir. Gérald a tenu bon. Il y a une première fois à tout. Et peut-être une dernière fois, aussi. Je ne sais pas encore. Mais le verrou reste fermé, et la porte reste close. Et derrière, quelque chose est peut-être, en train de bouger. Novembre, à Charlotte. Pour la première fois en 8 ans, quand quelqu'un au bureau me demande des projets pour Thanksgiving. Je ne mens pas. Je le passe avec un ami, je réponds. Et c'est la vérité. Marcus et sa femme, Janine, m'ont invité chez eux. Leur maison, à Ballantine, sent la dinde rôtie et la cannelle. Leur fille, Lily, qui a 3 ans, me tend le dessin au crayon d'un chien violet, et me dit, c'est pour toi, parce que tu as l'air triste. Je ne suis pas triste, mais je scotche le chien violet sur mon réfrigérateur en rentrant chez moi, et je l'y laisse. En décembre, je signe l'achat d'un appartement de 2 chambres à Southend. Du parquet, de grandes fenêtres, un balcon avec vue sur les gratte-ciel. Mais la compte correspond exactement à ce que j'aurais économisé, si je n'avais pas viré 184 600 $ à une maison qui avait supprimé ma chambre. La première nuit dans mon nouveau chez moi, je m'assois sur le canapé. Mon canapé, dans ma maison, acheté avec mon argent. Je mange un pad thaï à emporter, je bois un verre de vin, et j'écoute la ville bourdonner en contrebas. C'est calme. C'est à moi. Et pour la première fois, le fait d'être seul ne ressemble pas à un abandon.
C'est comme une bouffée d'air frais. Mon téléphone vibre. Un SMS de Donna. Je pense à toi, chérie. 4 mots. Aucun montant en dollars qui y soit attaché. Aucune facture mentionnée. Aucune demande déguisée en marque d'affection. Juste 4 mots. Je fixe l'écran. Le curseur clignote. Je songe à lui répondre. Je pense à beaucoup de choses. Au café qu'elle n'a pas versé. Au tablier avec le nom de quelqu'un d'autre brodé dessus. À une chambre qui est devenue un placard. Je pose le téléphone, et je ne réponds pas. Mais je ne le supprime pas. Peut-être demain, peut-être le mois prochain. Mais selon mes propres conditions. Je prends une autre gorgée de vin, et je regarde les lumières de la ville scintiller. Je ne vous raconte pas cette histoire pour que vous pensiez que je suis forte. Je ne le suis pas. J'ai passé 14 ans à envoyer de l'argent à des gens qui ne m'ont jamais demandé comment j'allais, et je me suis persuadé que c'était de l'amour. Les gens forts ne font pas ça. Ce sont les gens pleins d'espoir qui le font. Je vous raconte cela, parce que j'ai besoin que vous sachiez quelque chose. Vous avez le droit d'aimer quelqu'un, tout en refusant de le laisser vous blesser. Ces deux choses ne s'annulent pas l'une l'autre. Pendant la majeure partie de ma vie, je pensais qu'imposer une limite signifiait mettre fin à une relation. Je croyais que dire non à mes parents signifiait que j'étais ingrate. Je pensais que m'éloigner signifiait que j'étais le problème. Il aura fallu un barbecue, une carte de crédit que je n'avais jamais ouverte, et mon père m'annonçant que je n'avais jamais fait partie de la famille, devant 20 témoins, pour comprendre la vérité. Une limite n'est pas un mur. C'est une porte avec une serrure. Vous décidez de qui reçoit une clé. Et plus important encore, vous décidez de qui doit frapper en premier. Je n'ai pas racheté l'hypothèque de mes parents pour les blesser. Je l'ai acheté parce que c'était le seul langage que ma famille ait jamais compris, l'argent. Vous ne pouvez pas changer les règles d'un jeu, mais vous pouvez décider de quel côté de la table vous allez vous asseoir. Est-ce que je les déteste? Non. Je déteste la version de moi-même qui a accepté la façon dont ils m'ont traité pendant si longtemps. Celle qui continuait de faire des virements, en espérant que les 500 prochains dollars seraient ceux qui leur feraient enfin ouvrir les yeux sur moi. Cette version de moi n'existe plus. Celle qui se tient ici, sur son propre balcon, dans sa propre ville, en buvant son propre café à 7 heures du matin. Elle n'a besoin de la permission de personne pour exister. Et vous non plus. 6 mois après Ridgemont. Voici où en sont les choses. Mon père a effectué tous les paiements de son hypothèque à temps. 6 sur 6. Marcus me confirme chacun d'eux. Même montant, même date, jamais en retard. Gérald envoie un SMS après chaque paiement. 4 mots. Aucune variation. Paiement envoyé à temps. Il n'a pas appelé. Il ne s'est pas excusé. Mais il n'a raté aucune échéance. Et peut-être que pour un homme qui a passé 61 ans à ne communiquer que par des transactions, c'est ce qui se rapproche le plus d'un « j'essaie ». Il sait comment le dire. Ma mère m'envoie un texto chaque dimanche matin. Des messages courts. Magnifique journée ici. Ou, j'ai fait le coblé aux pêches de ta grand-mère. Ou simplement, je t'aime. Pas de requête, pas de facture, pas de culpabilité. Je n'ai encore répondu à aucun d'eux, mais je les lis tous. Brenda, c'est une autre histoire. Elle ne m'a pas contacté depuis notre appel téléphonique. Claire me dit qu'elle paie ses 300 $ de loyer mensuel à Gérald, à contre-cœur et bruyamment, avec des commentaires incessants sur l'injustice de la situation, mais elle paie. Elle et moi ne nous reparlerons peut-être jamais. Ou alors, nous le ferons dans des années, dans une version encore méconnaissable de l'avenir. J'ai arrêté d'essayer de le prédire. Le week-end dernier, tante Claire a pris l'avion pour Charlotte, et nous avons dîné dans un restaurant avec des serviettes en tissu et une carte des vins. Nous avons plus ri en 2 heures, que je n'avais ri au cours des 2 dernières années. À la fin de la soirée, alors que nous marchions vers son hôtel, elle s'est arrêtée et m'a pris la main. Je suis fier de toi, m'a-t-elle dit. Pas parce que tu as gagné, mais parce que tu as arrêté de jouer à un jeu qui était truqué dès le départ. Je ne sais pas où tout cela va mener. Je ne sais pas si le pardon se trouve au bout de cette route, ou si la route mène simplement à un endroit calme, où je me sentirai bien, quelle que soit l'issue. Mais pour la première fois, je n'ai pas peur de le découvrir.
si vous êtes dans une famille où vous n'avez de valeur que lorsque vous pouvez donner, laissez-moi vous dire une chose qu'il m'a fallu 32 ans pour apprendre. Ce n'est pas de l'amour. C'est une transaction. Et vous ne devez pas d'intérêt composé sur le simple fait d'être né. Vous n'avez pas besoin de racheter une hypothèque pour imposer une limite. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme de droit, d'un salaire à 6 chiffres, ou d'une révélation dramatique lors d'un barbecue. Vous n'avez besoin que d'une seule phrase, « Je mérite d'être aimé sans condition ». Essayez de le dire à voix haute, tout de suite. Où que vous soyez. Dans le bus, dans votre lit, pendant votre pause déjeuner, dans une voiture garée. Dites-le, une fois. Ça fait bizarre la première fois, comme de porter un manteau une taille trop grand, mais vous finirez par l'étoffer. Moi, je l'ai fait. Je m'appelle Félicia Ingram. J'ai 32 ans. Je suis la directrice financière d'une entreprise qui gère plus d'argent que le budget annuel entier de ma ville natale. Et la chose la plus précieuse que je possède, ce n'est pas le titre de créance de l'hypothèque, ni l'appartement, ni mon grand bureau. C'est la capacité de m'asseoir seul sur mon balcon, un mardi matin, en buvant le café que j'ai préparé pour moi-même, en regardant une vue que j'ai méritée. Le tout sans ressentir la moindre culpabilité, la moindre dette, ni la moindre obligation de décrocher un téléphone qui sonne, simplement parce que l'appelant partage mon nom de famille. Mon téléphone vibre. Je baisse les yeux. Papa. Je le regarde pendant un moment, puis je prends une autre gorgée de café. La vapeur s'élève, et se dissipe dans l'air matinal. Peut-être que je répondrai demain. Peut-être la semaine prochaine, quand je serai prête. Mais aujourd'hui, cette journée est à moi. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette histoire. Ça compte plus que vous ne le pensez. Alors, si vous avez déjà imposé une limite à quelqu'un que vous aimez, tapez « à mon tour maintenant » dans les commentaires. Et si vous êtes encore en train de rassembler votre courage, tapez « pas encore, mais bientôt ». Je les lis absolument tous. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, aimez la vidéo, abonnez-vous, et consultez la description pour d'autres histoires comme celle-ci. Chaque histoire sur cette chaîne porte le même message. Vous méritez d'être aimé de la bonne façon. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.